On privilégie avant tout les idées sur lesquelles on trouve une forte cohérence, bien entendu, entre le micro et le macro, mais on a toujours cette vérification qui va intervenir du sentiment de marché. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Conversation avec des leaders. Conversation avec des leaders est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro, et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Valérie Gastaldi, directrice générale de Day by Day, bureau d'analyse technique international. Bonjour Valérie. Bonjour Antoine. Alors, ce podcast vise à donner aux investisseurs un aperçu de l'entreprise, de ses ambitions dans le monde de l'investissement et du trading. Et Day by Day aujourd'hui, donc on va ouvrir le capot, entre guillemets, c'est-à-dire on va s'intéresser à la façon dont Day by Day gère un portefeuille, car Day by Day aussi s'occupe de la gestion d'un portefeuille, donc on va expliquer. Alors, pour démarrer, Valérie, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours et comment en es-tu arrivé à devenir directrice générale de Day by Day? Oui Antoine, mais écoute, ça fait 40 ans que je travaille sur les marchés financiers cette année. J'ai commencé en 1985 et j'ai commencé en stage dans une grande banque parisienne. En fait, très vite, j'ai été recrutée par un agent de change pour aider à développer les marchés de produits dérivés en France. Il n'existait pas et on devait ouvrir le marché des options sur actions, le BONEP. Puis après, on a ouvert le marché des actions des options sur indices. Et donc, j'ai participé à tous ces développements très tôt à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par être market maker, puis j'ai fait de l'arbitrage sur ces marchés, puis j'ai géré des portefeuilles de clients privés, j'ai géré la partie option de portefeuille de clients privés, toujours chez des agents de change. Euh, Après tout ça, je me suis interrompue pendant un moment pour avoir des enfants et j'ai repris en tant qu'analyste chez Day by Day qui venait juste d'être créé en 2000. Voilà. Donc en 2000, j'ai commencé par faire de l'analyse et puis en fait petit à petit avec les changements dans l'entreprise, je suis arrivée à être responsable de l'activité de cette entreprise au jour le jour et à encadrer l'équipe d'analystes. Oui, d'accord. Donc, tu es arrivé à la fondation de Day by Day, donc qui a été créée en 2000, c'est Quelques ça? mois après, absolument. Quelques mois Oui, après, d'accord. ouais, Et ouais. alors, justement, c'est pas très intéressant pour nos auditeurs, c'est savoir quel est le cœur de métier en fait de Day by Day, quel est le type de clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Day by Day? Bien sûr. Day by Day, quand ça a été créé, on pensait qu'on allait s'adresser avant tout à des clients privés. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on avait aussi tout un marché auprès des courtiers qu'il était intéressant de développer. Donc, on a développé cette clientèle de courtiers en ligne qui va acheter nos services pour les rediffuser à leurs propres clients. On a bien sûr développé la partie clientèle privée en direct. Et puis, on a aussi développé toute une partie de clientèle institutionnelle, c'est-à-dire des gérants de portefeuille ou des prop traders, enfin des gens qui gèrent au nom de quelqu'un d'autre et qui ont besoin de conseils sur les marchés financiers. Hmm. Ça, c'est vraiment au niveau du service qui est rendu, sachant que la spécificité de départ, c'était de proposer de l'analyse technique, donc de l'analyse de prix purement, et que cette spécificité, on l'a fait évoluer peu à peu en ajoutant de l'analyse de sentiments, de l'analyse macroéconomique et de l'analyse microéconomique. Alors, pas une analyse microéconomique très poussée, mais quand même une connaissance de l'activité des entreprises et de où elles se situent dans le cycle de développement de leur chiffre d'affaires et de leurs profits, disons. Voilà, D'accord. vraiment global qu'on a Hmm. du marché européen avant tout sur les actions, mais sinon sur tout ce qui est ce qu'on appelle le global macro, donc indices, devises, taux d'intérêt, matières premières. Là, on a une vision bien entendu qui est forcément mondiale parce que tous ces marchés et toutes ces économies sont intimement
liés. Bien sûr. Et alors, comment se déroule donc une journée dans le cabinet des by Day? C'est comment ça se passe? D'abord, tu analyses le marché le matin, tu regardes les news, comment ça fonctionne? Oui, alors les journées commencent tôt. Ouais, c'est ça. On commence entre 7h15 et 7h30 le matin. Mhm. Et d'abord, chaque analyste a une liste de valeurs dont il est responsable à court terme et qu'il va compulser et mettre à jour pour que ça soit publié le plus frais pour Mhm. le client comme nécessaire. Ça va prendre un certain temps, ça dépend des mouvements qu'il y a eu sur les marchés au cours des jours précédents, il y a plus ou moins de travail. La deuxième étape, quand chacun a fait ce travail un peu dans son coin, c'est de confronter entre analystes ce que l'on voudrait faire remonter d'important. Donc, moi, je m'occupe avant tout de tout ce qui est global macro et j'ai des gens qui travaillent avec moi et qui vont regarder ce qui est action et qui vont me faire part des signaux qu'ils voient sur les actions. Et moi, je vais leur faire part de ce que je vois, au contraire, sur la partie indicielle, taux d'intérêt et devises. Et en discutant un petit peu, ça va nous donner potentiellement une compréhension du marché. Et ça, on le fait tous les jours sur les horizons de temps qu'on appelle court terme. Donc, ça va nous permettre de déboucher sur des avis qui vont être sur quelques jours à quelques semaines. Et on va le faire toutes les 2 semaines Mhm. sur les horizons de temps qu'on appelle moyen terme et qui, eux, vont avoir des débouchés qui seront de plusieurs mois. D'accord. Donc ça, c'est à peu près notre matinée. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer, mais c'est des petites choses ponctuelles, pas très longues. Sachant qu'après, dans l'après-midi, on a deux types de tâches. On va avoir des tâches rédactionnelles, donc ce que l'on a vu, ce que l'on a pu penser, etc. Comment est-ce qu'on va le mettre en place pour des clients sur des produits rédigés, Mhm. donc qui vont demander un petit peu de temps pour être mis en forme. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle des produits de sélection. C'est-à-dire que à partir de notre confrontation commune et en fonction des besoins de différents clients, on va essayer de leur proposer ce que l'on pense être le plus pertinent et donc on va préparer par là ce qu'on va mettre en avant le lendemain matin. Mhm. Ouais, Voilà, donc ça, en gros, c'est la journée, voilà. c'est les tâches principales de la journée. Mais alors justement, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu novices, donc finalement, là, vous analysez des graphiques, vous analysez des graphiques, mais est-ce que vous prenez en compte, parce que souvent on nous dit, non, mais l'analyse technique s'occupe uniquement de regarder, d'analyser des graphiques, justement, mais est-ce que vous prenez en compte quand même les événements, on va dire macro, ce qui se passe, parce qu'on voit avec, avec Trump, hein, finalement, il y a des nouvelles toutes les 2 minutes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte ou c'est vraiment du bruit et vous Alors, focalisez plus on sur les prend, graphiques? bien sûr qu'on le prend en compte. Hmm. On prend en compte tout ce qui est macroéconomique, toutes les publications macroéconomiques. Alors, Hmm. je veux dire que ce que dit Trump, je ne sais pas s'il faut le prendre en compte ou pas, parce que Hmm. parfois, c'est plus trompeur Ouais. qu'autre chose. Aujourd'hui, il faut plus prendre en compte, hein, je pense. C'est Mais vraiment. enfin, Hmm. en tout cas, il faut savoir qu'il l'a dit. C'est pas pour ça qu'il faut Oui. changer ses actes sur le marché. Mais oui, on écoute ça. Moi, je m'occupe spécifiquement d'écouter tout ce qui est global macro, justement. Et les analystes, eux, s'occupent de suivre ce qui est raconté par les sociétés. Alors, on suit les grands événements des sociétés, hein, c'est-à-dire que quand il y a des petits contrats qui sont annoncés, c'est pas très important, mais en tout cas, les publications de résultats, on les suit, on les résume, et ça vient. Alors, ça fait partie de ce que l'on prend en compte, mais ça n'est jamais parce qu'une société annonce que qu'elle relève ses prévisions, ou bien alors qu'elle a eu plus de ventes que prévu, ou etc. Ça n'est pas ce qui nous incite à acheter ou à vendre un titre. Hmm. Ce qui va nous inciter à acheter ou à vendre un titre, ça va toujours être son comportement de marché. Mais ce que l'on sait,
ce que l'on a pu comprendre à force d'être confronté au marché, c'est que selon le moment où on est dans la vie fondamentale d'une entreprise, on doit attendre des comportements boursiers différents. mm, Voilà. mm, Donc, si on ne sait rien de la vie d'une entreprise, ben, il y a des choses qu'on peut mal évalué dans le comportement boursier. C'est important de comprendre si une entreprise est une entreprise, si vous voulez, on n'analyse pas du tout de la même façon, même techniquement, une entreprise comme L'Oréal ou Air Liquide, qui globalement sont des paquebots avec très peu de mm, surprises, mm, par rapport à une entreprise comme Nvidia ou bien alors à Maison du Monde. mm, C'est des profils fondamentaux qui n'ont rien à voir. Et mm. ça, il faut le savoir avant de porter des conclusions, avant de sélectionner la valeur dans un certain cadre Oui. macroéconomique ou pas. Donc, il y a une conjonction de données fondamentales et de données de marché, Mm, parce qu'on a constaté que le marché était toujours en avance sur les fondamentaux, mm. mais que pourtant, il y a des boucles de feedback entre les deux, donc il ne faut pas ignorer les fondamentaux, mais il faut en général privilégier le marché. Oui, oui. Ah, et quand on dit fondamentaux, c'est effectivement les résultats d'entreprise, c'est voilà, Et, les chiffres et d'affaires, les etc. résultats Et de pays, hein. oui, Donc oui, tout à fait. voilà, le Et puis PIB la américain, macro, quoi. Mm, l'inflation, tout à ce que fait. disent les banques centrales. Ce que disent les banques centrales, c'est très important, bien entendu. Mm. Donc tout ça, ça fait Oui, oui. partie. Et d'ailleurs, on a la Fed hein, qui parle ce soir, hein, puisqu'on enregistre Tout à le fait. mercredi 30 juillet 2025. Alors, maintenant, on va parler du portefeuille, le Smart Portfolio Day by Day Equities, hein, qui est donc disponible sur la plateforme eToro. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer, nous détailler un peu la méthodologie derrière ce portefeuille? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux choses enfin, il y a plusieurs parties dans la méthodologie. Il y a bien entendu notre compréhension de marché. Donc, notre compréhension de marché, en fait, elle découle tout naturellement des échanges que l'on a régulièrement en groupe d'analystes. Au moment où on va vouloir faire des sélections d'actions, on va garder en tête notre compréhension du marché, mais, et on va en reparler un petit peu après, mais il faut toujours garder en tête aussi qu'il y a un cadre dans lequel on exerce une gestion. C'est-à-dire que on a des règles que l'on s'est fixées. Dans ces règles, il y a le fait que ce portefeuille, il doit avoir 10 actions en portefeuille. Parce que c'est une règle de simplification. Alors pourquoi 10 et pas 12, pas 15 ou pas 8? Bon, bah, c'est arbitraire, mais c'est une règle. Et l'autre règle que beaucoup de gens, qui surprend beaucoup de gens, c'est on intervient une seule fois par mois. Hmm. Donc soit à la dernière clôture, soit à la première ouverture, mais une fois par mois, on va faire toutes nos opérations, achat ou vente. Alors D'accord. ça, les gens, ça les surprend toujours beaucoup et ils me disent, oui, mais vous vous rendez compte si le marché bouge entre deux fins de mois, hein, en gros, ça leur fait peur. Eh bien, j'ai une réponse très simple à leur donner, c'est que vous avez peur des bêtises que vous pourriez faire en n'intervenant pas, Hmm. mais vous ne mémorisez pas les bêtises que vous auriez fait si vous étiez intervenu au cours du mois. Celles-là, vous les oubliez tout le temps. Hmm. Mais en fait, il n'y a pas de raison pour que d'intervenir moins souvent, ça vous soit plus nuisible que ça ne vous apporterait d'intervenir plus. Parce que dans le mois, parfois, justement, il y a Trump qui va parler, qui va dire quelque chose, ça va secouer le marché pendant 24 heures, et puis tout de suite après, pouf, ça va s'évaporer. Et peut-être que vous auriez été incité à intervenir à la suite de ce qu'a dit Trump, et ça n'aurait pas été une bonne idée. Et le fait de ne pouvoir intervenir qu'à la fin du mois, ben, ça vous force chaque fin de mois à vous asseoir et réfléchir très calmement et ne pas réagir aux événements. Parce qu'en fait, la pire des choses quand on est investisseur, c'est de réagir aux événements. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est un point méthodologique fort. Alors, donc, on intervient une fois par mois, on a 10 valeurs en portefeuille, ça, ce sont les règles. Et puis sinon, Hmm. donc, pour l'expliquer, on va avoir toujours cette approche croisée entre
que ressort-il de l'approche par action? Donc, les analystes, à l'approche de la fin de mois, ils me font remonter tout ce qu'ils perçoivent à long terme sur les actions. Quelles sont les actions qu'ils pensent qui devraient être achetées à long terme? Et moi, je leur fais redescendre quels sont les secteurs qu'il faut privilégier à long terme, quels sont les mouvements global macro que je vois amorcer à long terme. Et donc, après, on va confronter les deux. Donc, si par exemple, eux me disent, je pense qu'il faut vendre les valeurs du secteur énergétique et que moi, je leur dis, moi, je pense que le pétrole va monter. Hmm. Ah, alors là, on a une incohérence. Donc, on va travailler ensemble sur cette incohérence et on va essayer de comprendre pourquoi on voit des choses différentes, qu'est-ce que ça veut dire et comment on agit face à cette incertitude que l'on a soulevée. Il y a des moments aussi où on a des choses qui sont parfaitement en ligne, où Voilà. moi, les taux vont encore monter et eux Hmm. ils me disent que le secteur financier va encore monter. Bon, bah là, bingo, on Voilà, sait que alors c'est l'avenir. justement, lorsque vous êtes en accord des deux côtés, c'est là où vraiment vous prenez la décision vous investissez du coup dans le portefeuille ou pas Alors, forcément? Hmm. euh, faut toujours se méfier. Oui, oui, c'est Il faut ça. toujours se méfier. Parce que ce que l'on apprend à la longue, c'est que les idées les plus simples ne sont pas les meilleures. Oui, c'est ça. Quand c'est Donc, trop évident, il faut se méfier en fait. Hmm. exactement. Donc, en fait, c'est là qu'il y a une partie qui est très importante qui intervient, qui est l'analyse du sentiment de marché. Parce qu'en fait, si notre sentiment de bureau est très enthousiaste, il faut qu'on fasse attention que le marché ne partage pas le même enthousiasme. Et ça, Hmm. cette analyse de sentiment de marché, on a développé une méthodologie pour analyser le sentiment de marché. On a un certain nombre d'indicateurs que l'on suit, des indicateurs qui sont chiffrés, hein, Hmm. et qui nous permettent de mesurer le risque que l'on a à ce qu'une idée arrive en fin de course. Hein. Donc, on privilégie avant tout les idées sur lesquelles on trouve une forte cohérence, bien entendu, entre le micro et le macro, mais on a toujours cette vérification qui va intervenir du sentiment de marché. Hmm. En général, si vous voulez un petit peu que je simplifie, on cherche à répertorier tous les cas de marché dans quatre cases. Ça entre forcément dans quatre cases. Vous avez deux cases pour l'économie ou ce qu'on appellerait, disons, le monde réel, à savoir est-ce que l'économie s'améliore ou est-ce que l'économie se détériore. Donc ça, c'est des choses qui vont nous venir des données fondamentales, que ce soit les données micro ou Hmm. macroéconomiques. On est forcément dans un de ces deux cas-là. Et on a les données de marché. Est-ce que les tendances de marché s'améliorent ou est-ce qu'elles se détériorent? Donc quand on croise ça, on a quatre cas. Ouais, Et effectivement. on sait que, en fonction de ces quatre cas, on a un certain nombre de risques qui sont associés à ces quatre cas. Et donc, ça va nous amener à prendre nos décisions. Donc là, je parle bien de décision. On n'est plus dans l'analyse, parce que Hmm. l'analyse, c'est la compréhension. Et après, il y a la décision pour le portefeuille. Est-ce que j'achète? Est-ce que je vends? Si je vends, j'achète quoi à la place? Hmm. Et Oui, donc, la décision, elle va dépendre de ces quatre cases, et parce que ces cases nous amènent à évaluer le risque que l'on ouais. a à chacun des choix qui se présentent. Parce que justement, c'est intéressant parce que vous gardez toujours, comme tu disais, 10 valeurs en portefeuille. C'est-à-dire que Oui, vous avez cette rigueur, j'ai envie de dire, ou cette stratégie d'avoir toujours 10 valeurs. On ne peut pas y en avoir 11 ou 9 ou, voilà, c'est toujours 10. oui, parce qu'en fait, si on ne se donne pas des contraintes, Oui, eh ben, on n'avance pas. c'est pas faux. Ça, c'est l'être humain. Ouais. Voilà. Il faut avoir une contrainte pour avancer et pour avoir un objectif qui soit clair. On sait ce qu'on cherche. On cherche 10 valeurs. Et si à un moment donné, on en a 15 qu'on trouve super, ben on est obligé de toutes les comparer entre elles. Et tous les mois, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au début, on arrive, on a peut-être 20, 25 idées. Et il faut que, Ouais. on ne change pas le portefeuille tous les mois, hein, loin de là. Mais on a toujours des nouveaux candidats qui sont potentiellement intéressants tous les mois. Mais un nouveau candidat potentiellement intéressant, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'il est plus intéressant que ce que j'ai déjà? Hmm. Parce que si je l'achète lui, il faut que je vende autre chose. Donc, est-ce que vraiment j'ai intérêt
à vendre Air Liquide pour acheter Kering. Oui. Hmm. Parce qu'en ce moment, Air Liquide, elle consolide, Hmm. alors que Kering, elle a déjà beaucoup Et, monté. Et puis, il y a ouais. un ensemble de nouvelles. On peut penser que Luca Di Hmm. Meo va réussir à rétablir l'entreprise, qu'il va Hmm. faire dans les activités qui ne fonctionnent pas bien, etc. Bon, Oui, donc, oui. un pari, mais est-ce que c'est un pari de court terme ou est-ce que c'est un pari qui va pouvoir nous permettre de naviguer pendant plusieurs mois tranquillement avec peu de volatilité sur notre portefeuille? Parce que c'est notre objectif principal. C'est quand même toujours ça, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre la performance et la volatilité. Ouais, juste équilibre à trouver. Alors justement, maintenant, on va parler des conditions d'entrée dans ce portefeuille. C'est vrai que alors, sur eToro, le ticket minimum, c'est-à-dire le montant d'investissement minimum, c'est 500 dollars. Il n'y a pas de frais d'entrée. En revanche, est-ce que justement, vous pratiquez des frais annexes qui pourraient avoir un impact sur la rentabilité du portefeuille? Non, nous, on ne pratique pas de frais annexes. La performance qui est affichée sur le site d'Itoro, c'est la performance que le client va avoir dans son portefeuille. Hein. D'accord. Il n'y a rien, il y a rien de camouflé qui vient s'ajouter ou plutôt qui viendrait diminuer la performance. Ok. Non, le seul frais que vous avez, mais c'est comme dans tout frais enfin, dans tout achat ou vente d'instruments financiers, vous avez le spread, hein, c'est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. Mais il est compris Euh, dans la voilà. performance. Et il est compris dans la performance, c'est ça. Il est compris dans la performance. Ouais. Alors justement, maintenant, on va parler de la performance, puisque la performance est quand même honorable, hein. On va la montrer à l'écran. Euh, Donc voilà, on est sur une performance. Donc le portefeuille existe, hein, depuis 2019 et on voit que justement sur les 7 dernières années, bon, il y a une année en baisse, mais comme l'ensemble du marché, mais on est sur une moyenne. Bah, sur les 2 dernières années, par exemple, on est à 60% de hausse quand même. Bah, vous l'avez affiché sous les yeux, Oui, donc je vous ici. crois. Comme c'est Voilà. un chiffre qui change Depuis tout le janvier jour, 2023, oui, depuis janvier 2023, donc ça fait je ne les 2 ans. connais pas par cœur. Hmm. Euh, oui, notre objectif de performance, qu'est-ce que c'est? Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une performance qui soit celle de l'indice et plus élevée que l'indice quand l'indice a une performance modérée. Si l'indice commence à se rapprocher de 15-20% dans l'année, nous, on va tendance à ce moment-là à avoir du mal à dépasser cette performance-là parce que on sait que c'est très très rare et que donc on a plutôt intérêt à devenir défensif dans ces cas-là et quitte à moins avoir de hausse sur les derniers pourcentages restants. Mais ce qu'on veut surtout, ça va être se protéger contre une baisse. Et on va chercher, quand le marché baisse, à minimiser la baisse du marché parce qu'on l'aura correctement anticipé, on aura correctement réduit le risque, on sera allé sur les secteurs qui auront été les secteurs qui auront surperformé l'indice en temps de vache maigre. Ça fait partie justement de notre approche du sentiment et donc du risque de marché. C'est comment on fait évoluer la répartition sectorielle de notre portefeuille en fonction des anticipations de marché. Et c'est ce sur quoi on s'appuie pour naviguer. Parce que comme on est toujours investi, bah, quand le marché baisse, bien entendu que on va baisser aussi. Mais notre objectif, par exemple, en 2020, le marché a baissé. Hein, dans l'ensemble, à Hmm. peu près tous les indices ont baissé dans des proportions plus ou moins importantes en fin d'année. Mais nous, on a eu une performance en 2020 de, je sais plus, plus 13, je crois, Ouais, 12, 13%. 12,6, ouais. Voilà. 12,6. Hmm. Et en fait, pourquoi? Bah, on a pas mal baissé au moment de Covid. Hein, en mars, Hmm. on a bien chuté. Sauf que quand on est arrivé sur les points bas en avril, là où beaucoup de gens ont réduit les expositions, ont réduit les risques parce qu'ils ont dit économie fermée, on va rentrer dans une récession très longue, on va pas s'en remettre, etc. Nous, on avait beaucoup de choses qui nous disaient que Covid, c'était un passage qui était complètement insignifiant à long terme. Je précise à long terme. Mhm. Et du coup, on est très vite allé sur des valeurs qui offraient des profils de risque élevés et qui nous ont donc permis d'amplifier la hausse du marché
après la baisse. Alors que à d'autres moments, comme par exemple cette année, où en Europe on a des marchés qui ont bien marché en janvier-février, mais qui depuis ne font pas grand-chose, on a déjà depuis un bon moment un portefeuille qui est relativement défensif. Je dis Mm. relativement parce que c'est pas facile de dire ce qui est défensif de ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, on a par exemple Thales et Safran dans le Ouais. portefeuille, on a eu du Rheinmetall. Donc, Mm. on a eu une exposition au secteur de la défense bien avant que Ouais. le marché n'en perçoive Voilà. l'intérêt. D'ailleurs, je peux le montrer à l'écran, hein. On a voilà, le portefeuille ici. de- Voilà, donc Voilà. on a des valeurs comme Dutch Telecom, Air Liquide, Mm. qui sont pas des valeurs à gros risque, hein, Mm. et de la construction avec Ferrovial en Espagne. On a toujours de l'assurance en Allemagne avec Allianz. C'est des choses qui ont plus ou moins le risque de marché, mais qui surperforment depuis un bon moment dans la hausse. Bon, voilà, on a eu une sélection. Alors, on est sorti un peu trop tôt des banques, mais on a cette exposition très pertinente au secteur de la défense et de l'aéronautique Mm. a complètement évité depuis 2 ans le gros piège que la plupart des gens dans lequel la plupart des gens sont tombés, qui était d'avoir encore du secteur du luxe ou Ouais. d'avoir encore du secteur de boissons, par exemple. Mm. Parce Mm. que quand on est dans un univers où on manque de visibilité, on a souvent tendance à privilégier les valeurs qu'on appelle de consommation non cyclique, alors que là, c'était pas particulièrement pertinent d'avoir de la consommation non cyclique. Il fallait être beaucoup sur l'industrie et sur les valeurs financières. Ce qu'on a été pendant un temps, les valeurs financières, mais plutôt l'année dernière. On est sorti en fin d'année dernière. Mais voilà, on avait d'autres choses qui étaient pertinentes, dont les utilities, par exemple, hein, un Mm. service à la collectivité, l'électricité, Avec les Iberdrola, oui. électriques avec Mm. Iberdrola. Parce qu'avec une valeur, on a 10% d'Iberdrola en portefeuille, à Mm. peu près, alors que dans les indices vont plutôt être à 4-5% selon les pays. Donc, on est très nettement surpondéré sur les valeurs Mm. énergétiques, sur les valeurs de Service à la collectivité. service à la Mhm. collectivité Mm. qui marchent Ouais. bien et qui ne sont pas très volatiles. Non, Donc non, voilà, c'est. ça, c'est des choix qui, vous voyez, viennent à la Mm. fois du microéconomique, parce qu'il Mm. faut savoir que Iberdrola est en train d'augmenter la rentabilité de ses actifs parce qu'elle se renforce de façon continue. Sa stratégie, c'est de se renforcer sur les métiers sur lesquels elle a de la stabilité de revenus parce que ce sont des business où les prix sont connus, fixés avec les gouvernements, etc. Donc, c'est vraiment, c'est des rentes hein, qu'elle renforce. Mm. Donc, un changement de profil de la société qui est très intéressant et en même temps, un certain profil de marché qui nous a amené à faire ce type de pari alors que ça allait pas très bien, les utilities en 2022 et Oui, c'est vrai. 2023 et Oui, 2024. oui. Voilà, donc il y a du macro, il y a de la micro, mais il y a aussi le fait que sur les prix, on voyait les tendances qui existaient et qu'on les a suivies et qu'on avait un sentiment qui n'était pas consensuel sur Mm. ce type de secteur. Donc, on est à la croisée de ces trois éléments d'analyse fondamental, marché et sentiment. Mais écoutez, ça marche plutôt bien, hein, puisqu'on voit les performances qui sont vraiment très honorables sur ces 7 dernières années. Pour conclure, puisque le temps file, on voulait savoir, en fait, ce qu'on pose à chaque fois à nos dirigeants d'entreprise lors de ce podcast, c'est quelle est la vision voilà, à long terme de Day by Day et qu'espérez-vous accomplir dans les années à venir? Écoutez, Mm. arriver à comprendre toujours ce qui se passe dans ce marché qui donne l'impression d'être toujours plus Ouais, compliqué. Mais oui. sincèrement, depuis 40 ans que j'y suis, aujourd'hui, c'est toujours plus compliqué qu'hier. Et en fait, c'est notre esprit qui est comme ça.
On croit toujours que si on connaissait le lendemain, on en saurait plus, mais non, c'est toujours comme ça. C'est toujours compliqué au moment où on le vit, donc on va continuer à appliquer nos méthodologies, à les faire évoluer si on sent qu'elles s'affaiblissent, mais c'est vraiment bien comprendre le marché pour pouvoir appliquer notre grille de prise de décision, et j'insiste parce que la prise de décision, c'est la clé. Appliquer des règles de prise de décision pour avoir une performance qui soit la plus régulière possible par rapport aux indices. Voilà. Bon, mais Assez modeste, hein. non, On ne oui, non, cherche c'est pas à sûr. briller, on Non, cherche non, la non, non, mais régularité. moi, je suis assez d'accord. Je partage le point de vue que les marchés on a l'impression qu'ils sont de plus en plus compliqués à lire, mais effectivement, bon, ça va avec le temps. Mais Antoine, on se connaît depuis longtemps. Oui, Tu es d'accord que depuis que tu es sur les marchés, tu as toujours l'impression que c'est plus compliqué qu'hier. voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est Non, mais toujours comme ça. ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup marché beaucoup plus volatile, je dirais, quand même, que C'est des précédemment. Ou alors, périodes. il est plus erratique. C'est des Mais périodes. Je crois que c'est vraiment oui, des périodes. On c'est des se dit périodes. toujours ça, mais c'est des Ouais. périodes. Et il faut avoir suffisamment d'expérience pour, pour pouvoir avoir confiance dans ce que l'on a appris. Ouais, c'est ça. Bon, mais ça sera le mot de la Bon, fin. d'accord. Merci Valérie hein, pour cette présentation inspirante. Et merci donc pour celles et ceux qui souhaitent investir dans le Smart Portfolio Day by Day Equities, hein, vous avez les modalités d'inscription disponibles maintenant sur le site eToro. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Nous invitons à suivre cette émission, hein, ce podcast Conversation avec des leaders sur notre chaîne YouTube et rester informés sur les opportunités et les entreprises qui façonnent notre avenir. Merci à tous et à bientôt. Salut Merci. Valérie.